parmi les volontés du nouveau gouvernement, il y a non seulement l'évacuation d'Exarchia, pour l'instant ça ne se passe pas exactement comme ils avaient prévu, ils ne croyaient pas capables de résister autant qu'on le fait, et sur ce terrain que j'ai évoqué, la bataille de communication, de ce qu'ils appellent eux l'opinion, la fabrique de l'opinion, qui pour nous est celle de l'imaginaire social, on préfère utiliser ce terme. Mais aussi ils ont prévu pour nous frapper, et pour frapper, je dirais, ce qui fait le cœur d'Exarchia. Le cœur d'Exarchia, c'est quoi? C'est des moyens de résister, et c'est aussi des humains, des personnes, des militants qui sont encore plus, je dirais, redoutables que d'autres par leur expérience, leur mode d'action, etc., qui font qu'on parle beaucoup d'anarchie au JT tous les soirs en Grèce, quoi. Et ces gens-là, ben, c'est tout simplement ceux qui sont ici, hein. C'est Rouvikónas en premier lieu, quoi. C'est pas les seuls, loin de là, là il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'anarchistes en Grèce qui, depuis les années 70, donc depuis le sort de l'anarchie en Grèce, sous différentes formes, hein. Quand je dis anarchiste, c'est au sens large du terme, et j'inclus volontiers les différents courants qui sont liés à l'anarchie, mais qui ne veulent pas forcément se revendiquer de ce mot, et pas de souci. Donc au sens large du mot anarchiste, les anarchistes, ils ont plein de façons d'agir différentes ici et ailleurs en Grèce, dans certaines villes en particulier, qui sont très intéressantes et qui parfois sont redoutables. Mais vraiment, ceux dont on parle le plus et dont on parle encore ce matin en Grèce, je vais vous dire pourquoi, c'est Rouvikónas. Alors ce matin, par exemple, une information, c'est des camarades et des compagnons qui sont en train d'arriver. Concernant Rouvikónas, le président du Parlement, donc le chef des députés grec, vient de rencontrer le nouveau chef de la police grecque pour mettre en place ce qu'ils appellent, tenez-vous bien, une ligne Maginot contre Rouvikónas autour du Parlement. C'est la une des journaux aujourd'hui, je l'ai mis sur mon blog pour ceux qui s'intéressent. Une ligne Maginot contre Rouvikónas, contre les anarchistes, parce qu'en fait Rouvikónas avait déjà attaqué le Parlement en 2015, a encore attaqué le Parlement en mai dernier, d'ailleurs c'est ce qui a causé une peine assez lourde, il fallait payer 60 000 € rapidement pour les deux camarades Yorgos Kaletzidis, que vous avez vu dans L'amour et la révolution, et un autre qui s'appelle Nikos. Et donc on a réussi à rassembler ces 60 000 €, dont plus de la moitié grâce à nos réseaux avec la France et la Belgique et la Suisse. Et donc du coup ils ont peur que ça se reproduise à nouveau, vu qu'ils viennent attaquer, agresser Exarchia, ils s'attendent, vu la mobilisation de plus en plus forte, que finalement les assiégeurs deviennent des assiégés. Ils ont peur du retour de bâton. Voilà, voilà. Et par conséquent, ayant cette crainte, et le Premier ministre aussi, ainsi que plusieurs des parlementaires, du coup, ils ont provoqué une réunion d'urgence avec la police pour créer ce qu'ils appellent une ligne Maginot. Ils n'ont pas bien choisi leur symbole parce que la ligne Maginot, ça n'a pas marché. Donc c'est assez drôle en plus. Donc avec un renforcement policier très important, avec plus de caméras, avec un arsenal à l'intérieur en cas d'assaut des anarchistes qui prendraient le Parlement, donc un arsenal pour résister. Il existe déjà, mais pour l'améliorer, et aussi et également pour mettre en place des obstacles. Donc on est vraiment dans la logique d'une ligne Maginot, donc c'est assez drôle, et aujourd'hui on en rigole bien, c'est notre sujet de prédilection du jour, pour vous donner une idée. Donc Rouvikónas, c'est vraiment une grande crainte, et dans les moyens du quartier de résister, il y a à la fois le fait de résister localement, donc de différentes manières, en barricadant les lieux, en préparant la possibilité de les tenir un certain temps, le temps que d'autres personnes arrivent par exemple, donc ça c'est logique, hein, je dévoile rien parce que c'est dans la logique des choses quand on est un squat de vouloir procéder à la fermeture lors de la volonté d'évacuation pour que des gens viennent des alentours aider ces lieux. C'est un truc très courant, en Espagne aussi ça se fait beaucoup, tout ça. Il y a aussi la possibilité de frapper à l'extérieur, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est frappé à l'intérieur, de riposter. Et ça, c'est vraiment le travail de Rouvikónas. Donc du coup, il faut frapper Rouvikónas. Le pouvoir, dans sa démarche vis-à-vis d'Exarchia et vis-à-vis des anarchistes en général, il a absolument besoin de neutraliser, c'est le mot, ces anarchistes-là, qui sont parmi les plus embêtants, puisqu'ils vont, sur le terrain du pouvoir, gêner les lieux d'exécution de sa politique.
Donc saboter par exemple des bureaux, détruire des bureaux de privatisation du bien commun, détruire les fichiers des surendettés, et gêner les discussions avec la Troïka, envahir le Parlement, attaquer des ambassades en fonction de ce que font les pays à droite à gauche, enfin bref. Ce sont des actions qui touchent, qui frappent directement le pouvoir dans la logique de l'action directe, c'est-à-dire de bouger, mais sans effusion de sang. Et c'est tout le problème, parce qu'en fait, une loi terroriste, normalement, ça s'adresse à ceux qui sèment la terreur. Hein. Ce pouvoir qui terrorise, il se permet de considérer que Ruvi-Konas terrorise la population tout entière, alors que c'est faux. Comme les anarchistes au siècle dernier qui frappaient encore plus fort avec des effusions de sang parfois, pas tous, hein, une minorité, mais on a beaucoup parlé de ça dans l'histoire. En réalité, on sait bien que les anarchistes qui pratiquaient cette propagande par le fait était une toute petite minorité du mouvement, mais qui a eu beaucoup de visibilité parce qu'il y a quand même pas mal de chefs d'État et de personnes importantes qui sont mortes, frappées par les anarchistes dans la fin du 19e siècle, au début du 20e. Même le roi de Grèce a été assassiné en Grèce par un anarchiste en 1915, hein, donc 20 ans après l'assassinat de Sadi Carnot par Caserio en France, qui a provoqué le début des lois scélérates. Et nous en Grèce aujourd'hui, on est dans une logique différente puisqu'on ne frappe pas physiquement le pouvoir pour l'instant en tout cas. Le mouvement anarchiste, en particulier Ruvi-Konas, n'a pas choisi cette voie-là et a choisi de détruire les moyens du pouvoir pour mener son action le plus de fois possible, même symboliquement, puisque le pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout du symbole, du vent. Hein, c'est une prestance, et donc à chaque fois qu'on essaie de gêner, de troubler, de perturber cette prestance, on avance dans une remise en question de ce pouvoir et de ses racines qui en fait sont totalement bidons, quoi. Et c'est ça qui dérange. Donc Ruvi-Konas est en train d'être classé organisation terroriste, c'est-à-dire qu'il y a une modification d'un article du code pénal qui s'appelle l'article 187A et qui va permettre donc, en classant cette organisation, ce collectif en fait, une organisation terroriste, par exemple, ça va permettre au pouvoir de considérer comme chacun des membres identifiés de Ruvi-Konas, qu'ils soient premier cercle, second cercle, des gens très actifs ou moins, d'être tous considérés comme responsables de tous les actes de n'importe quel membre de Ruvi-Konas. C'est ça le principe de base. Et après, c'est le niveau de classification de tous ces actes, au niveau de leur répercussion, considérés comme des crimes, quoi qu'ils fassent, quoi, en quelque sorte. Donc il y a une vraie usurpation de langage, un détournement de langage, quoi, qui est extrêmement grave. La Grèce, on l'a déjà remarqué par le passé, tant sur le plan économique que social, mais aussi politique, est un laboratoire de l'évolution du capitalisme en Europe, du durcissement du capitalisme, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de la dette. C'est vraiment en Grèce qu'on a vu le laboratoire de ce qui est en train de se produire ailleurs en Europe et qui est le moyen, le prétexte pour attaquer le monde du travail, attaquer l'environnement aussi, hein, grâce à cela. Donc durcissement du capitalisme et ça va de pair, durcissement de la société autoritaire, puisque plus le capitalisme déroule et plus il peut transformer le monde en marchandise, plus il peut creuser les inégalités, plus par conséquent il faut qu'il soit bien dur, bien raide sur ses positions, droit dans ses bottes, pour arriver à l'imposer à des gens qui ne sont pas d'accord, que ce soit écologistes, qu'ils soient des travailleurs, qu'ils soient des libertaires, des révolutionnaires. Les gens ne se laissent pas faire, quoi, voilà. Et les retraités. Donc dans ce contexte-là, vraiment le fait de classer un collectif qui n'a jamais fait couler le sang, ni en tuant, ni même en blessant, et de se permettre de le qualifier d'organisation terroriste et de le classer ainsi ensuite au niveau européen, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça a des conséquences très importantes. Si on laisse faire ça, quand ça va se produire, ça va se finaliser là, dans les temps qui viennent. Donc je vais l'annoncer, je vais appeler à soutien avec d'autres personnes, avec mes compagnons. Il faudra vraiment que l'opinion réagisse parce que ça commence par nous, mais ça va continuer par beaucoup d'autres. Déjà que en France, par exemple, la répression elle est très importante, c'est qu'elle a atteint des niveaux jamais atteints depuis plusieurs décennies. Là, ça va donner un arsenal juridique supplémentaire pour frapper quiconque dans l'antifascisme, l'anarchisme, les idées révolutionnaires, etc., désire une société différente. Voilà. Et en fait, par-delà ça, il y a aussi la question de la liberté d'expression. Donc, classer des gens en organisation terroriste, surtout quand ils n'ont jamais même pas blessé quelqu'un,
il parle de Ruviconas, je ne parle pas de Distomo, de collectif antifasciste, parce que là, dans l'action directe dans la rue, il y a des coups qui pleuvent de chaque côté. Mais par contre, le type d'action de Ruviconas dans les lieux de pouvoir, ça n'a jamais été d'aller frapper les gens, surtout les fonctionnaires, qui ont plutôt tendance à s'écarter, qui sont un peu impressionnés et qui laissent faire le groupe faire ce qu'il a à faire. Par contre, ce qui est très important, c'est que, outre donc la menace sur la liberté d'agir, de s'organiser politiquement et d'agir, il y a aussi une menace sur la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vise aussi ce pouvoir dans cette évolution, c'est revenir vers les lois scélérates qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que la propagande anarchiste était interdite, par exemple en France, pendant un siècle. Ça a été rétabli seulement dans les années 90, à la fin du mandat de Mitterrand, je pense, le deuxième mandat. Je pense que c'est à ce moment-là qu'avant de partir, il a officiellement supprimé cette interdiction de la propagande anarchiste, même si ce n'était pas vraiment un ami, on ne peut pas dire le contraire. Mais bon, c'était un contexte. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers une interdiction. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais on est en train d'aller vers une interdiction de l'expression d'opinions révolutionnaires, c'est-à-dire partant du principe, selon le pouvoir, que nous vivons en démocratie et que nous devrions passer par les urnes pour changer les choses. Par conséquent, nous ne devons pas prôner un changement de société par la violence, par un rapport de force qui soit autrement que dans l'opinion, au sens de la participation aux élections et à la tentative de prendre au pouvoir sa position dans la société pour éventuellement le détruire ou en faire autre chose. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui.